tout d'abord, un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté ce rendez-vous et notre entretien en Zoom pour pallier un petit peu votre absence lors de la table ronde du samedi 3 octobre, compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions très contraignantes de déplacement. Alors évidemment, rien ne remplacera véritablement votre présence physique avec nous, mais en tous les cas, nous sommes obligés de nous adapter, et vu les circonstances. Merci aussi, bien sûr, j'en profite aux organisateurs du festival d'avoir prévu et mis sur pied cette rencontre virtuelle. Alors d'emblée, je voudrais préciser que vous êtes des artistes qui vivaient et qui produisaient au Maghreb et que cet élément a été déterminant dans le sens de l'exposition que nous présentons dans le cadre de ce festival VOVF à Gif-sur-Yvette. Alors Nadia, tu es enseignante en arts plastiques, tu es peintre et dessinatrice à Tunis, et dont le petit chat Willis est célèbre en Tunisie et bien au-delà, il est connu internationalement, et tu as produit au moins 6 ouvrages, et un autre va très bientôt sortir, le 20 novembre 2020 pour être très précise, Willis from Tunis, 10 ans déjà, et toujours vivant. Et toi, Zainab, tu es ingénieure en mécanique, mais tu as une patente professionnelle de bédéiste et d'illustratrice. Tu as publié Chouma, qui veut dire la honte en français, si on traduit, en version française l'année dernière, mais tu l'avais publié d'abord au Maroc en langue arabe. Alors, ma première question, en fait, à toutes les deux, je vais vous les poser ensemble, j'ai fait des questions communes. Ce sera de vous demander quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à la caricature et à la bande dessinée. Alors, je commencerai par Nadia, parce que tu as commencé avant Zainab. Voilà, je vous laisse répondre. Déjà, bonjour à tous et puis merci pour cette possibilité de dialoguer malgré la distance et merci aux organisateurs du festival VOVF pour cette expo. J'aurais vraiment voulu être parmi vous, mais malheureusement, les circonstances font que ça ne sera pas possible, j'espère une autre fois. Moi, j'ai démarré, en fait, j'ai toujours fait du dessin, de la peinture, etc., mais je n'ai jamais touché réellement au dessin satirique politique parce que je vis en Tunisie et avec Ben Ali et son système oppressif et la censure, c'était quasiment impossible de pouvoir s'exprimer. Et j'ai toujours adoré ça. Enfin, j'ai toujours adoré les caricaturistes, les dessinateurs. J'ai eu la chance de faire mes études en France et de découvrir la satire politique et des journaux, à la radio, à la télé, etc. Et je trouvais ça absolument génial de pouvoir faire ça. Et c'est qu'en janvier 2011, lors de ce qu'on a appelé la révolution du jasmin, que en fait, un soir, un jeudi 13 janvier 2011, Ben Ali s'adressait à nous pour la 3e fois durant les événements qui avaient démarré à partir du 17 décembre 2010 avec l'immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi. Et il voulait, Ben Ali, passer à la télé pour calmer le jeu, quoi, en fait, pour calmer la colère de la rue. Et il avait fait un discours en tunisien dialectal où il a fait tout un tas de choses, entre autres la levée de la censure sur Internet et dans les journaux. Et donc, immédiatement, j'ai pris mon crayon, un papier, j'ai commencé à dessiner. Et comme je dessinais déjà mon chat Willis, dans d'autres circonstances, dans des histoires de chats, je me suis dit, je tiens déjà le personnage et puis c'est un bon moyen aussi de me planquer, d'avoir cet avatar-là. Et aussi, en référence un peu aux fables de La Fontaine, faire passer des messages avec des animaux, ça passe mieux qu'avec des humains. En tout cas, c'est un bon moyen de contourner une certaine censure. Et en fait, j'avais juste envie de faire marrer mes proches avec mes dessins. Ça, je l'ai toujours fait. J'ai toujours dessiné pour faire rigoler les gens autour de moi. Et donc, j'ai commencé à dessiner. J'ai créé un profil sur Facebook et j'ai invité ma famille et mes amis. Et je publiais mes dessins en mode public. Et eux ont partagé, leurs amis ont partagé. Puis, depuis, j'ai pas cessé de dessiner. J'ai continué. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir déjà m'exprimer, témoigner en tant que citoyenne tunisienne de ce que je ressentais à ce moment-là, mais aussi d'échanger avec les gens qui commentaient sous mes dessins. Et souvent, les commentaires étaient plus marrants que mes dessins eux-mêmes. Donc, ça me permettait aussi de rire. Et c'était un moyen de supporter l'insupportable à ce moment-là. Voilà.
Merci Nadia. Et toi Zeynab, comment es-tu passée d'ingénieur en mécanique à Archouma par exemple? Alors, premièrement, c'est un honneur d'être parmi des femmes fortes. Vraiment un honneur. Je vous remercie. Et en fait, j'ai dessiné depuis vraiment un très jeune âge, genre vraiment 6 ans, 7 ans. Mais en fait, la carrière de mécanique, c'est aussi être dessinateur. Donc, on dessinait tout le temps les machines, les schémas industriels. Mais en fait, à l'âge de 19 ans, quand j'ai commencé mes stages sur le terrain, c'est là où c'était vraiment un moment un peu déprimant avec des expériences sexistes, avec le transport public. Et donc, l'art était une thérapie pour moi. Littéralement, c'était vraiment chez moi. Et ce qui est bizarre, c'est que je dessine mon corps. Genre, tellement j'avais marre du contrôle de société, un contrôle même religieux, de famille, politique. J'en avais vraiment plein de trucs à la fois. Et donc, dessiner mon corps était vraiment une forme de thérapie. Et donc, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux dès 2013-2014. Et vraiment, de 2014 jusqu'à 2020, j'ai jamais imaginé que ça va devenir un travail, un militantisme, genre même un style d'art, parce qu'il y a maintenant des mouvements de pages au Maroc qui commencent à faire le dessin de la nudité, parce que c'est très, très chaud de dessiner le corps. C'est toujours un symbole de sexe, de reproduction, mais jamais un sujet artistique tout court. Donc, pour moi, c'est pas juste un corps nu, mais c'est vraiment une révolution sexuelle. Merci Nadia. Eh bien, écoutez, à toutes les deux, cette fois-ci, dans votre travail, quelle a été l'influence de vos prédécesseurs au Maghreb, qui d'ailleurs, je le souligne, ont tous été des dessinateurs de presse d'abord, avant de faire des bandes dessinées, hein. Et je pense notamment à Tahar Fazak, qui est le premier bédéiste tunisien, mais qui n'était pas dessinateur, hein, puisqu'il était seulement scénariste en fait, hein, Tahar Fazak. Et il a abandonné d'ailleurs, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, la bande dessinée. Donc pour vous, quelle a été, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, ou même en Algérie, hein, quelle a été l'influence de vos prédécesseurs? Je dis vos prédécesseurs au masculin parce que les femmes bédéistes, elles sont rares et on a la chance de vous avoir actuellement. Alors, moi, me concernant, au niveau du dessin de presse, j'adore toujours Dilem, Ali Dilem, que je trouve génial dans le journal Liberté. J'aime son humour noir, j'aime son côté provocateur, j'aime comment il se moque des militaires. Enfin, et j'enviais les Algériens d'avoir cette liberté-là, même s'ils avaient des soucis hein, à cause de leur dessin, mais bon, il y a l'humour aussi de Fellag que j'adore. Hein, ça, bon, il ne fait pas du dessin, mais c'est ce type d'humour-là très fin et que j'adore. Après, prédécesseur en Tunisie, il y a aussi, alors ça remonte à beaucoup plus loin, c'est Josso, qui est au début du XXe siècle, qui lui dessinait déjà dans la presse et qui a influencé des dessinateurs européens, enfin partout dans le monde. C'est un des plus grands, pour moi, dessinateurs satiriques. Mais en Tunisie même, oui, j'aimais bien les dessins, mais je trouvais ça trop gentillet, quoi. En tout cas, ceux qui étaient récents. Mais je comprenais aussi que ce soit gentil parce que c'est un peu compliqué de faire du rentre-dedans et d'être dans la provocation dans un système dictatorial, quoi. Et toi, Zainab? Alors moi, j'étais très jeune, j'avais des petits journaux de La Malif, c'est un journal qui était malheureusement censuré, censuré, voire les sujets, vraiment, il y avait même des femmes courageuses qui avaient des articles, il y avait des dessins, et donc cela m'a donné un peu d'esprit révolutionnaire de lire un tel journal. Mais malheureusement, je peux dire qu'on ne trouve plus ce genre de courage soit dans les dernières années ou la nouvelle génération, mais on voit un peu de liberté sur les réseaux sociaux. Donc, je peux dire que
je suis beaucoup plus la nouvelle génération parce que je me trouve dedans, parce que c'est une génération qui a trop hâte, qui a soif, qui veut un peu de liberté, pas, je sais pas, mais surtout la bande dessinée, on n'a pas une énorme présence féminine, mais il y a des femmes qui font aussi la résistance via la peinture aussi. Donc, c'est pour moi l'art, que ça soit n'importe quelle forme, c'est surtout le message fort. Et donc, mais pour moi, l'artiste femme qui m'a vraiment marqué, c'est Shaibia, qui dessinait aussi des corps. Elle était vraiment euh, non conformiste à à une échelle géniale, vraiment. Merci. Alors, toutes les deux, vous êtes en fait des artistes engagés. Hein, et quelles sont en fait, vous avez commencé à les aborder, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre art, justement, présentement et actuellement? Zainab, tu veux commencer? Si tu veux, on fait toujours comme ça. Nadia commence et après moi, On regarde. je... D'accord. Bah, les difficultés, elles sont essentiellement financières, hein. Là, actuellement, en tout cas, c'est difficile de travailler parce que moi, par exemple, depuis 2011, il n'y a aucun journal qui publie mes dessins en Tunisie, quoi. Je travaille pour Ciné Mensuel en France, pour le Courrier International. Je fais des piges pour d'autres journaux, mais sinon, ici, et ça, c'est valable aussi pour mes autres collègues dessinateurs et dessinatrices de presse récents, en tout cas post-révolution. On a tous un boulot à côté, on a tous un job pour pouvoir subvenir à nos besoins, parce que vivre du dessin de presse, en tout cas localement, c'est pratiquement impossible, quoi. Mais le reste, les autres difficultés, c'est évidemment le pouvoir en place. Entre 2012 et 2015, on a eu ce qu'on a appelé la Troïka, les trois partis politiques qui ont obtenu le plus de voix aux premières élections d'octobre 2011 et qui sont restés très longtemps au pouvoir. Cette période-là, elle a été très compliquée, mais pour tout le monde, hein, les journalistes, les intellectuels, les universitaires, les artistes, ont été attaqués de toutes parts sans aucune réaction du pouvoir en place, évidemment, laisser faire assez hallucinant. Et oui, c'était des attaques claires pour nos vies, hein, carrément, quoi. Donc là, on a eu des périodes très, très compliquées à ce moment-là. Depuis, bon, ça s'est allégé, mais sinon, il suffit que n'importe quel blogueur islamiste ou autre publie un de nos dessins et lâche ses chiens, entre guillemets, sur nous pour qu'on ait des soucis. On est à l'abri de rien du tout. Et puis en plus, le gros souci par-dessus tout, c'est que, en tout cas dans le dessin de presse, c'est qu'on va utiliser, ou même dans le milieu artistique, on va utiliser une œuvre, un dessin, on va peut-être détourner même du contexte premier et détourner l'attention des gens, de l'opinion publique, des vrais problèmes qu'on a ici, qui sont la misère, le chômage, la corruption, etc. On ne s'occupe plus de ça, on va s'occuper du dessinateur qui est la cause de tous les problèmes de tout le monde, et ça devient le bouc émissaire idéal pour que les gens se lâchent, quoi. Donc ça aussi, on n'est jamais à l'abri de ça. À partir du moment où ils veulent détourner l'attention du public, de l'opinion, sur que ce soit un fait divers ou autre chose, ils l'utilisent, quoi. Ils l'utilisent. Donc bon, moi pour le moment, ça va. J'ai pas de soucis particuliers. Après, à chaque publication de dessin, évidemment, j'ai toujours droit à des critiques ou des insultes, des trucs comme ça. Bon. Malheureusement, il y a des gens qui sont malheureux et qui n'ont rien d'autre à faire que d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Ouais, bah moi je peux ajouter que ouais, il y a toujours le problème financier. Ça c'est classique. La BD, surtout dans notre culture, l'art il est parfois haram, l'art il est parfois chouma, l'art il est parfois de la connerie. Donc l'artiste il est déjà psychiquement face à une culture anti expression, anti-spiritualité artistique. Et aussi, à part ça, il y a aussi la vague intégriste, voir mes sujets où je défends la liberté sexuelle, je défends la laïcité, je défends les orientations sexuelles, enfin vraiment tous les sujets qui dérangent. Et donc,
Je connais plusieurs femmes artistes qui ont laissé tomber, qui ont laissé leur pays, qui ont dit c'est bon, ça va pas changer parce que et c'est vrai, si on n'est pas unis, ça va rien changer. On va toujours une personne ici qui dessine, une personne et ça va rien faire si on n'est pas unis. Et cette union, c'est aussi un des obstacles qui me dérange parce qu'il y a des artistes qui sont entre eux en train de, de faire la guerre aussi. Ça, c'est vraiment, Ouais. vraiment dangereux. Sans union, on ne peut pas vraiment avancer. Donc, ça, c'est un rêve pour moi. Et même Nadia, elle, elle, elle a senti ce que je suis en train de décrire parce que c'est vraiment dangereux. Donc, c'est les obstacles qu'on doit résoudre. Justement, vous m'amenez à la question suivante, puisque justement, je voulais vous interroger toutes les deux pour savoir et puis faire savoir ici en France si vous aviez subi des pressions, des intimidations, des menaces, une certaine répression, hein, dont certains de vos prédécesseurs, mais également des contemporains ont été victimes. Je pense notamment à Dilem, puisque nous en parlions tout à l'heure en Algérie, à Slim, mais en des temps plus anciens, je pense à Mershawi en Tunisie, Mustapha Mershawi, ou à Tarfaza lui-même, dont on parlait justement tout à l'heure. Et même sans aller au niveau du Maghreb, je pense à des gens comme Chapat, ce célèbre bédéiste suisse, qui a été finalement, dont le contrat avec le New York Times a été rompu de manière radicale, brutale, etc., à cause d'un de ses dessins, alors qu'il publiait depuis 20 ans dans le New York Times. Est-ce que vous connaissez, vous avez connu ce type de problème, de menaces? Vous l'avez déjà abordé, mais si on peut aller un tout petit peu plus loin, à titre personnel, puisqu'on là, on l'a abordé de façon plus générale. Bah, au niveau, comme je disais tout à l'heure, il y a une censure qui est économique actuellement, c'est peut-être la plus importante. Le cas de Chapat, c'est même pas un de ses dessins, c'est un dessin d'un dessinateur portugais qui a créé le scandale. Et comme Chapat travaillait pour le New York Times, en fait, eux, New York Times a décidé de ne plus faire de dessin de presse du tout. Donc, ils l'ont viré voilà, du jour au lendemain. Et ce genre de choses, ça se passe tout le temps. Là, par exemple, j'ai un collègue dessinateur français qui s'appelle Marc Large, qui travaille pour Sud-Ouest. Et ben, la semaine dernière, il a été viré parce qu'en fait, il a demandé au bout de 13 ans de boulot un contrat parce qu'il faisait de la pige. Il a juste demandé un contrat, ils m'ont dit, tu dégages. Voilà, c'est ce qui arrive aussi. Un autre dessinateur avait offert un dessin qui s'appelle SP, a offert un dessin, en fait, il travaillait gratuitement, il a mis un dessin sur le site du journal L'Humanité. Le dessin a fait scandale, donc ils ont supprimé le dessin. Complètement. Donc, en fait, les journaux, malheureusement, pour ne pas perdre leurs abonnés, pour ne pas perdre leurs auteurs, leurs lecteurs, pour ne pas perdre les sponsors, pour ne pas perdre leurs actionnaires, en fait, cèdent à la pression des gens. Ils ont peur de choquer, donc on arrête les dessins ou alors on fait du petit dessin mignon, un peu bébête, pour que ça fasse pas de vagues. Et puis voilà, quoi. Nous, le problème, moi en tout cas, moi je ne considère pas le dessin de presse comme de la déco ou de l'illustration pour faire joli. On est là pour dire des choses, pour s'exprimer. Et moi, j'aime beaucoup les dessins aussi qui font rire. J'essaye de faire de l'humour. Et pour faire de l'humour, il faut toucher au tabou aussi, il faut toucher aux interdits. Il faut, pour provoquer le rire, il faut aussi toucher à ce qui fait peur. Moi, en tout cas, quand je dessine, c'est pour surmonter mes peurs. Et quand je me ridiculise ma peur, je n'ai plus peur. C'est pas évident pour tout le monde de le faire, quoi. Donc, il y a cette censure économique qui est extrêmement présente, mais nous, en plus, dans nos pays respectifs, moi en tout cas en Tunisie, surtout à cause de la dictature, il y a un arsenal juridique impressionnant pour faire taire tout le monde, sans pour autant parler de dessin ou de parler de liberté d'expression. On peut très bien, le trouble à l'ordre public. Ça, c'est ce à quoi on a eu droit quand on a fait une expo en 2012 au Palais Abdellah à la Marsa, où on a eu de gros soucis, non seulement avec le ministère de la Culture qui a porté plainte contre nous, donc pour trouble à l'ordre public, mais aussi avec les ligues intégristes qui sont venus détruire les œuvres, menacer de mort les artistes, dont certains ont dû quitter carrément le pays. J'ai un ami artiste graffeur qui est actuellement exilé politique. Il est
en France. Après une révolution, on a quand même des gens qui sont réfugiés politiques en France, en Suède, ailleurs. Donc, c'est qu'au niveau de la liberté d'expression, c'est pas ça, quoi. Il y a encore énormément de travail. Et sans parler d'autres, par exemple, les troubles aux bonnes mœurs, l'incitation à la débauche. Moi, par exemple, si je fais un dessin qui parle d'homosexualité, sachant que l'homosexualité est interdite en Tunisie, elle est criminalisée, on part 3 ans en prison pour homosexualité. Si je fais un dessin sur ça, on peut très bien me faire des problèmes et me dire, voilà, j'incite à la débauche et j'incite à l'homosexualité, etc. Donc, l'arsenal de loi, il est là pour pouvoir nous faire taire au bon moment, quand ça les arrange, quoi. Donc oui, il y a plein de poids autour de nous. Et bien sûr, il y a le poids du conservatisme qui est généralisé en Tunisie, toute classe sociale confondue. On est assez conservateur. Je ne parle pas d'intégrisme religieux, ça, non, c'est vraiment le côté conservateur. On ne parle pas des sujets tabous, il ne faut pas parler de ça, ce n'est pas le moment. Donc, bon, on doit faire face à énormément de choses. Mais moi, je sais pas, j'ai trop, pendant pratiquement 40 ans de ma vie, j'ai rien dit, je me suis tue parce qu'on ne pouvait pas parler. Et maintenant que j'ai goûté à cette liberté-là, ça va être compliqué de me faire taire. Et toi, Zainab, Bravo, justement, hein. aborde des Et sujets, justement, notamment sur la sexualité. que... bah, ouais, bah pour moi, c'est aussi les menaces, les insultes sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a aussi moi, j'étais victime de diffamation parce que, ouais, c'est vrai, ce que je dis, ça dérange même des partis politiques et surtout la présence de plusieurs personnes durant mes signatures, ça a dérangé quand même les intégristes et les partis politiques parce qu'ils ont vu que la nouvelle génération, elle est là, elle est présente, elle veut le changement et donc ça a un peu perturbé leur pouvoir. Et donc, je ne suis pas seule victime de diffamation, mais on a toujours c'est à la mode. Genre, si quelqu'un il ose parler du changement, voilà, on attaque sa réputation, on attaque sa popularité pour en finir, tout simplement. Et donc, ou même des fois, on voit des activistes ou des dessinateurs qui deviennent des violeurs. Enfin, moi, comme féministe qui est anti-viol et qui est anti-culture de viol, je suis aussi contre l'usage de viol et l'usage de ces crimes pour détruire ou bien pour éliminer des activistes ou pour éliminer des. Donc, on a ça. Et donc, c'est pas facile, mais ça ira. Ben, vos réponses m'amènent à une nouvelle question, justement. Est-ce que du coup, vous interdisez certains sujets vous-même, en fait? Moi, en fait, non, je ne m'interdis pas les sujets. Moi, la seule chose, enfin, je ne l'interdis même pas, c'est que c'est normal pour moi. Je ne vais pas voilà, diffamer quelqu'un. Ça, c'est une évidence. Je ne vais pas dire n'importe quoi sur une personne. Et puis, je ne vais pas inciter à la violence, inciter à la haine, inciter à l'homophobie, à l'islamophobie, à l'antisémitisme. Voilà. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Donc, ce n'est même pas un interdit. Je ne le fais pas parce que bon, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas moi. Mais sinon, il y a certains dessins, je les fais, mais je ne les publie pas parce que je me dis, en fait, c'est une question de timing. Il y a des moments où il y a une atmosphère super tendue. Là, par exemple, en ce moment, en Tunisie, il y a une jeune femme qui a été retrouvée, assassinée, violée. On a attrapé le violeur, donc on est en plein débat sur la peine de mort, alors qu'en face, il y a d'autres qui disent, elle l'a bien mérité parce qu'elle était habillée, voilà. Donc, et tout le monde est chaud bouillant par rapport à ça, sans parler de la crise sanitaire qui énerve un peu tout le monde et tout. Donc, je me dis, bon, bah, je ne suis pas obligée de publier le dessin là, maintenant, tout de suite, alors que l'atmosphère, elle est à couper au couteau, quoi. Je peux attendre 2-3 jours, que ça se détende un peu, qu'on souffle un peu, et le dessin, un même dessin peut très bien voilà, provoquer la colère de tout le monde parce qu'il tombe au mauvais moment, et 2 jours après, bon, bah, ça passe parce que tout le monde s'est calmé. Donc, je fais attention au timing, en fait. Voilà, c'est la seule chose. Mais sinon, je m'interdis aucun sujet. Au contraire, en fait, quand je vois que
il y a un sujet qui est brûlant et j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire quelque chose, oui, j'y vais, j'y vais. Je me dis, il faut le faire. Ouais. Bah, moi, je partage le même avis, c'est que je fais pas d'autocensure. Mais à part, enfin, c'est la même chose, c'est que moi, je suis pas islamophobe comme les haters disent que moi, je suis islamophobe, alors que ça n'a rien à voir avec créer la haine, mais c'est le contraire, c'est de finir avec cette haine et qu'on vive chacun avec sa vie. Mais je peux dire que la seule fois où j'ai un peu reculé, c'est durant le confinement, le début, où il y avait c'était vraiment un moment de folie, où il y a des gens qui étaient bloqués dans des pays. Pour moi, j'ai un peu reculé, j'ai rien publié parce que je suis toujours active sur mes stories, je parle de terrorisme, je parle de sexisme, mais c'était un moment, le seul où j'ai dit que bon, il faut attendre un peu. Parce que les gens vont même pas être motivés à en discuter, ils vont dire que voilà, c'est la pandémie. Bon, en tout cas, vos réponses sont très franches. Ça fait vraiment plaisir de vous entendre. Et justement, toujours dans cette même activité, quelle a été, quelle a été l'incidence, par exemple, des attentats de Charlie sur votre travail et actuellement, par exemple, avec le procès? Je sais, Nadia, que tu as été interviewée par une télévision suisse sur ce sujet. Je t'ai écouté. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et est-ce que Zainab peut aussi nous dire si jamais, s'il y a eu une incidence justement par rapport à cet événement important dans le monde de la bande dessinée en tous les cas et du dessin satirique? Ben, les attentats de Charlie, pour moi, ça a été une catastrophe, quoi, au niveau humain avant tout, même avant de parler de dessin ou quoi que ce soit. Tinu, c'était un copain. Donc pour moi, c'est avant tout l'assassinat barbare d'un pote, quoi. Voilà, avant tout, moi, c'est à ça que je réfléchissais, pas du tout au dessin ou quoi que ce soit. Enfin, ça a été horrible pendant très longtemps, hein, de faire le deuil de tout ça. Enfin, c'était tellement absurde, tellement dingue de se dire que voilà, on tue quelqu'un pour un dessin, c'est absolument fou. Mais bon, ça n'a pas changé ma manière de dessiner. J'ai continué à dessiner et de toute façon, mon but aussi, c'est lorsque j'ai revu ben, la veuve, la femme de Tinous, on s'est revus, on a discuté et elle m'a dit il faut le continuer. Le seul moyen pour qu'il ne soit pas mort pour rien, et c'est de continuer, de le continuer, de dessiner, de continuer à faire ça. Et donc voilà, je continue à dessiner. Et là, actuellement, oui, bon, le procès, effectivement, c'est. Moi, c'est le plus important, c'est que la justice soit rendue aux familles, avant tout, parce que c'est un drame. C'est des gens qui ont laissé, voilà, des veuves, des orphelins, des gens malheureux vivre cette catastrophe-là et surtout la dimension que ça a pris et la récupération politique et religieuse qu'il y a eu par la suite, quoi. Ça, je trouve ça assez abject. Donc bon, là, il y a beaucoup de bruit, hein. Donc moi, de toute façon, déjà en temps normal, je ne regarde pas la télé. Donc c'est vite réglé, toutes les chaînes d'infos en continu. Ça, je ne regarde pas. Donc je suis un peu à la radio, dans les journaux, avec du recul. J'ai tout ce bruit là autour, je ne sais pas si ça sert vraiment à grand-chose, surtout avec les deux abrutis là, qui sont venus réattaquer au couteau, quoi. Je me dis que moi, pour moi, l'essentiel, voilà, que la justice soit rendue aux familles et qu'ils puissent retrouver un peu de sérénité. Mais sinon, au niveau du dessin, non, non, je continue à dessiner. Au contraire, je dessine parce que je me dis, voilà, ils ne sont pas morts pour rien. Ouais. En tout cas, pour moi, cet événement triste, il a fait comprendre aux dessinateurs que l'image a vraiment un pouvoir, elle a vraiment un poids, elle peut elle peut déclencher la guerre. Juste un dessin, l'image, c'est pas juste on dit ouais, c'est juste dessiner, mais vraiment l'image pour moi, c'est plus fort qu'un texte, qu'un paragraphe. Et espérant qu'on n'aura plus ce genre de crime, parce que si l'artiste ne peut même pas s'exprimer, c'est que ça veut dire qu'il y a une dictature au niveau culturel, politique, religieuse aussi. Et donc,
j'espère bien que ça va être résolu au futur. Alors, comme nous sommes, évidemment, vous le savez, dans un festival de traducteurs, puisque le sous-titre du festival, c'est Traduire le monde, je vais évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous questionner, de vous poser, d'aborder la question de la langue et du bilinguisme. Vous produisez toutes les deux en arabe et en français, mais dans quelle langue concevez-vous vos dessins et surtout les textes et les bulles qui les accompagnent? Ça dépend vraiment du dessin. Il y a des fois, les idées elles me viennent en tunisien et d'autres fois, c'est en français. Et, ça varie vraiment du moment. Il n'y a pas, de schéma quoi, par rapport à ça. Je pense en même temps en tunisien et en français. Je rêve en tunisien et en français. J'insulte en tunisien, par contre. Ça défoule plus, tu vois. Mais oui, non, moi, j'adore les langues. Moi, j'adore communiquer avec les gens. Et le dessin, c'est aussi une langue, c'est un langage aussi. C'est peut-être le premier langage de l'être humain. À chaque enfant, avant même de parler, on lui donne un feutre, il va dessiner, il va tracer des formes, etc. Donc, et je sais que le dessin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça par rapport à mes dessins. En plus, je fais un chat, je fais un animal. Je pense que ça renvoie à l'enfance, le dessin. N'importe quel adulte qui voit un dessin de presse, un strip dans un journal, etc., c'est sa part d'enfance un peu qui retrouve. Il y a une tendresse aussi dans le dessin. Et donc, c'est une manière de communiquer. Dessiner, d'ailleurs, il y a des dessins qui sont sans parole. Il y a des dessinateurs absolument fabuleux, géniaux, comme Boligan, par exemple, le dessinateur cubain, qui fait des dessins sans parole, des dessins qu'on dit muets, mais ne le sont pas du tout, et que n'importe qui dans le monde peut le comprendre, même quelqu'un qui ne sait pas lire. Donc c'est ça aussi la force de l'image. Moi, j'adore communiquer, donc j'ai toujours appris les langues, que ce soit le français, le tunisien, l'italien, l'anglais, l'espagnol. J'adore communiquer avec les gens. Et j'ai un président qui veut parler que arabe littéraire, quoi. Et ça me tue. Moi, je me dis, quelle richesse on peut avoir en parlant plein de langues, en échangeant avec plein de gens. Non, il faut qu'on nous renvoie à une sorte d'identité, on nous coince dans ça. Donc bon, c'est dommage. Voilà. Moi, j'aime communiquer, j'aime échanger. Et toi, Zainab? Pour moi, quand j'ai commencé avec le collectif Skuf Kuf en 2014, c'était en Darija. C'est vraiment toutes les BD, c'est en Darija parce que c'était un projet populaire pour le peuple, pour les jeunes. C'était un projet radical, loin de toutes sortes de colonisation linguistique, que ce soit français ou arabe. Et donc, Darija, pour moi, ça reste toujours la langue qui est plus forte, même sur les réseaux sociaux pour les dessins. À part pour Hchouma, c'était un projet que je voulais commencer en Darija. À la fois, j'étais censurée par par des maisons d'édition au Maroc qui n'avaient pas le courage de rentrer ou de traîner dans de tels sujets. Et aussi, il y avait même le manque de mots en Darija. On n'a pas, par exemple, vagin, homosexuel, on a des mots, mais qui sont des insultes. On n'a pas de mots techniques. Donc, pour moi, j'étais obligée de commencer avec Chouma, avec un éditeur parisien, parce qu'il y a aussi un public francophone, des Maghrébins qui ont à la fois qui habitent au Maghreb et à la fois qui ont quitté le Maghreb pour chercher je ne sais pas, que ce soit liberté, que ce soit loin de liberté, mais j'ai trouvé qu'il y a un public francophone maghrébin qui n'a pas de problème linguistiquement, que ce soit français, Darija, pour des tels sujets. D'accord. Bon, alors c'est intéressant de voir que finalement vous produisez et vous concevez surtout dans les deux langues, mais vous arrive quand même parfois de passer par le canal de la traduction. Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de difficultés dans la mesure où l'humour au Maghreb, et notamment que ce soit en darija ou que ce soit en dialectal tunisien, etc., est difficilement traduisible. En tous les cas, il n'a pas forcément le même sens en français. Je pense à une discussion que j'ai eue avec Larsen Barkti, qui est d'ailleurs exposé, qui lui est un dessinateur et qui produit des bandes dessinées en arabe et qui avait traduit ses planches
pour notre exposition justement sur la bande dessinée en France. Et est-ce que vous rencontrez ce type de difficulté dans la traduction de formes humoristiques Moi, bon, j'ai traduit mon bouquin entièrement en arabe, un de mes livres entièrement en arabe littéraire. Oui, il y avait des difficultés parce que, bon, moi, j'utilise beaucoup d'argot aussi dans mes dessins et trouver l'équivalent, la même finesse, c'est compliqué. Donc, je préférais des fois ne pas publier le dessin, en prendre un autre, plutôt que que la vanne ou le message soit complètement perdu, parce que moi j'essaie toujours dans mes dessins qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, et des fois ça tient en un mot, dans une intonation ou dans une expression, et donc malheureusement bon, ça passe pas tout le temps quoi. Sinon, j'ai essayé de traduire aussi, oui, dans d'autres langues, en anglais, en espagnol, selon les publications dans les journaux. Donc, j'essaie toujours de choisir des dessins où il n'y a pas ce genre de choses pour éviter qu'il y ait une perte quoi, au niveau du sens. Quoi. J'aime bien quand, voilà, on peut y dire plusieurs choses. Je ne fais pas trop de jeux de mots, je ne suis pas très bonne en jeux de mots, donc tant mieux, là, je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Donc, je pense que oui, ça peut être traduit dans toutes les langues. La plupart des dessins, en tout cas une grande majorité, peuvent être compris par tout le monde dans toutes les langues. Enfin, pour moi, c'était les planches de Skufkuf que je devais traduire pour participer avec au festival dans plusieurs continents. Et le seul souci, c'est que moi, j'utilise souvent des expressions figées en Darija. C'est des expressions qu'on peut, même si on traduit, il faut absolument changer vraiment les mots, changer le contexte. Donc ça, je pense que ça, c'est un truc classique dans la traduction en général, pas juste le scénario. Donc, mais j'étais contente de toujours avoir un traducteur professionnel qui fait le travail, c'est mieux. Et moi, je reste dans le dessin, voilà. Mais toujours par rapport à la traduction et surtout par rapport à l'humour. Je sais pas, moi, par exemple, il y a plein de blagues tunisiennes. Si je les traduis en français, moi, j'ai déjà essayé, mon mari est français, et des fois, je veux lui traduire une blague. Moi, je rigole, il me fait pourquoi tu rigoles? Je lui traduis, il me fait mais c'est nul. Mais parce que ça tombe à plat complètement quand c'est traduit. Ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus aucun sens. Et puis, on fait un bide et c'est malheureux. Quoi. C'est pour ça que je vous posais ces questions, justement, sur le problème de la traduction, parce qu'il y a des choses qui sont intraduisibles, en fait. Hein. Mais bon, voilà, justement, je voulais avoir à la fois votre avis et comment vous vous en sortez dans ces difficultés, parce que c'est quand même une difficulté supplémentaire. Et justement, dans les 3 pays du Maghreb, quand même, où le bilinguisme, voire le trilinguisme, est reconnu et admis, notamment au Maroc, dans quelle langue votre lectorat est le plus nombreux? Et je pense notamment par ailleurs à la révolution que je mettrai entre guillemets de 2011 en Tunisie. Depuis cette période, on sent un net recul de l'usage du français en Tunisie. Et je voulais plus particulièrement à toi, Nadia, mais évidemment, Zainab pourra y répondre. Est-ce que cela a impacté ton travail, justement, Nadia, toi qui publies quand même beaucoup, beaucoup plus en langue française? Ah oui, c'est vrai que bon, moi, mon public, il est essentiellement bilingue, hein, tunisien, français, quoi. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup le français pour faire mes dessins. Et puis, j'ai envie d'utiliser l'anglais aussi. Alors, bon, la première raison, c'est parce que spontanément, j'ai envie de le faire comme ça. C'est mes 2 langues maternelles, quoi. Le français et le tunisien sont mes langues maternelles. On parlait comme ça à la maison, dans la rue, partout. Et même le tunisien, il n'y a pas de mot de français dedans, il y a de l'italien. Donc, spontanément, c'est comme ça. Mais c'est aussi, par la suite, j'ai continué à faire en français parce que c'était un moyen aussi de me faire comprendre à l'étranger, pas uniquement en Tunisie. Si je parlais que tunisien, que la déjà tunisienne, mon public se limiterait à la Tunisie, alors que je veux faire connaître mon travail ailleurs. Et donc, j'utilise le français parce que ça me donne la possibilité de m'adresser à des gens partout dans le monde francophone. Quoi. Quand je vais en Côte d'Ivoire ou quand je vais en Belgique ou ailleurs, on se comprend et ça, c'est super important pour moi. Pour moi, l'essentiel, c'est de communiquer avec un maximum de monde, ne pas me fermer dans une niche minuscule. Donc, le français, c'est bien, mais peut-être qu'un jour, je le ferai en anglais ou en espagnol.
en chinois, je vais avoir un peu de mal, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le but, c'est de m'adresser à un maximum de monde. Ouais. Et le problème aussi, c'est qu'en Tunisie, dernièrement, excuse-moi Zeynep, en Tunisie, là, dernièrement, certains politiciens, des bons populistes, bien abrutis, etc., qui jouent énormément à la carte de la haine du français. C'est pour ça que Parce qu'ils représentent le colon, etc. Mais moi, j'y suis pour rien, moi, pour c'est pas moi qui ai fait le protectorat français. J'y suis pour rien, ni ma mère, ni ma grand-mère, ni mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'on doit payer pour des erreurs d'autres personnes, quoi. Et malheureusement, ces politiciens-là trouvent un public. Et voilà, on va attiser une haine qui est déjà un peu présente dans les esprits et on va l'accentuer. Malheureusement, moi, à la limite, ça me provoque l'effet contraire. Je me dis, je vais encore plus parler en français. Tiens, si ça peut les emmerder, je vais parler français. C'était un peu pour ça que je te posais cette question. Et toi, pardon, je voulais juste ajouter un petit détail, c'est qu'au niveau linguistique, et comme africaine d'origine amazigh, on a vu récemment que la présence de la langue amazigh a été enfin dans les écoles primaires. On voit toujours la traduction en espace public, on a français, arabe, amazigh. Et donc, il y a la présence de la BD en langue amazigh. Par exemple, à chaque fois que je travaillais dans des projets, on fait effectivement des BD en arabe, mais on dit c'est obligatoire de faire une version en amazigh parce que la majorité des Marocains, ils parlent amazigh et il y en a qui ne vivent pas juste en espace urbain, mais aussi en espace rural où il y a des gens qui sont contents. Ils n'ont pas besoin d'une autre langue et donc il faut respecter cela aussi au niveau artistique. Et donc je suis très fière de plusieurs associations qui respectent cela dans tous les projets artistiques. Après, la présence française dans les scénarios, je trouve cela présent depuis Protectorat. Voilà, c'est depuis le début du XXe siècle. On voit toujours que les premiers pas artistiques et la vie moderne, contemporaine, les galeries, c'était toujours c'était toujours à la française, c'était toujours, on a toujours ce modèle que la France qui ramène, qui modernise l'art, on a cette idée, mais pour moi, c'est que tout simplement, je crois que on est à un stade où il faut arrêter ces tensions linguistiques parce que si ça continue comme ça, on peut jamais avancer. Et même moi, j'ai des critiques. Oui, des fois, je fais des produits en français, je fais des projets francophones, mais pour moi, j'ai arrêté vraiment de vivre cet obstacle linguistique et que c'est bon, on est tous, on vit sur une seule planète. Les frontières, c'est créé par l'homme et les langues sont créées par l'homme aussi. Et donc, l'important, c'est être humaniste et l'humanité aussi. sur cette belle conclusion, je vais vous remercier toutes les deux. Vraiment, ça a été formidable et j'ai beaucoup apprécié cet échange avec vous. Et j'espère peut-être quand même que Zeynab, tu seras parmi nous samedi. Et sinon, ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de t'en voir, Zeynep, Chantal. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci beaucoup. Bisous.